Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 du podcast Passage, un podcast scientifique présenté par Amundsen Science. Cet épisode a été enregistré alors que le navire venait tout juste d'atteindre le 82e parallèle pour y réaliser plusieurs opérations scientifiques. Je vous laisse en compagnie de ma collègue Fatma, qui a reçu en entrevue Guillaume, Emmanuel et Jérôme. Vous êtes de nouveau au podcast Passage, alors que nous débutons notre 6e épisode de la saison. Mon nom est Fatma Difala, je suis coordinatrice logistique et administration chez Amundsen Science. Je serai votre animatrice pour ces prochaines minutes de discussion avec mes nouveaux invités. Aujourd'hui, à bord du brise-glace de recherche, le NGCC Amundsen, nous naviguons dans les fjords et les eaux du détroit de Nares. Nous venons tout juste de terminer des opérations dans la mer de Lincoln à des latitudes particulièrement hautes, avec un record de 80 degrés nord jamais atteint par l'Amundsen. Je suis accompagnée de Guillaume Blais, étudiant au doctorat à l'Université Laval. Bonjour Guillaume. Salut. De Jérôme Bonin, chercheur enseignant à l'Université de Bordeaux. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Emmanuel Jouan, étudiante à la station biologique de Roscoff. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, bienvenue à tous les trois au podcast Passage. Aujourd'hui, nous allons parler de vos projets de recherche et de l'échantillonnage que vous effectuez à bord, et donc d'organismes benthiques dans les boxcars et les carottes sédimentaires, ainsi que les virus dans la colonne d'eau. Donc, avant tout, Guillaume, peux-tu nous dire c'est quoi un organisme benthique? Un organisme benthique, c'est un organisme qui est relié au fond d'un plan d'eau. Ça peut être un lac, une rivière, l'océan, mer, un fjord, etc. Donc, c'est divisé en différentes classes où est-ce qu'on a l'endobenthos, qui est directement dans le sédiment, ou l'épibenthos, qui est directement à la surface. Donc, tout dépendamment comment on échantillonne, on peut aller chercher les organismes qui vont vivre dans le sable. Ça peut être des petits vers, des trucs comme ça. Ou à l'extérieur là, du sable, donc des pibentos comme des crevettes qu'on peut retrouver souvent dans les filets. Et peux-tu nous dire, Guillaume, quel équipement scientifique utilise-t-on pour échantillonner ces organismes? Donc, il y a différentes façons de recueillir ces organismes-là. Donc, on utilise souvent ici le boxcar, le carottier à boîte, qui est surtout fait là, pour l'endobenthos. Donc, on va aller chercher environ là, 50 cm par 50 cm d'un gros cube de sable qu'on va venir passer dans le tamis ensuite là, pour récolter tous les organismes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est difficile d'avoir des organismes épibenthos avec un carottier comme ça. Donc, pour compléter l'échantillonnage, on va aller chercher un filet, soit l'agacis ou le mini-shroud, qui va venir là, recueillir plus d'organismes de fond, comme des étoiles de mer un peu plus grosses. Ça peut être des crevettes. Et des fois aussi là, des gros vers qui sont moins sédentaires. Donc, c'est celles qui vont venir chasser sur le fond benthique. Et puis ta thèse porte sur la biodiversité des organismes benthiques. Peux-tu nous parler de ton sujet de recherche et de quelle région de l'Arctique t'intéresse le plus? Oui. Donc, mon projet est parti d'une étude qui a été faite en 2017 qui comparait deux types de fjords en Arctique, soit les fjords issus d'un glacier marin et terrestre. Donc, c'est surtout ce qui nous intéresse à ce niveau-là. Donc, de regarder la biodiversité qu'on retrouve dans ces deux types de fjords qui ont des systèmes bien différents au niveau de la productivité. Donc, les fjords issus d'un glacier marin avaient été là, notés comme très productifs à proximité de la glace, où est-ce qu'il y avait la présence d'une remontée d'eau qui permettait aux nutriments là, de permettre au phytoplancton de se reproduire plus facilement. Donc, ensuite, on voulait regarder là, quel type d'organisme on retrouvait sur place. Est-ce qu'il y avait plus d'organismes benthiques dû à la plus grande présence de nourriture? Donc, ensuite, on a décidé là, de parcourir. En fait, on a été au Groenland. On a échantillonné 10 fjords au total. Et on s'est permis d'aller sur l'Amundsen dans les 2 dernières années pour recueillir plus de fjords du côté canadien. Donc, autant de l'île d'Ellesmere, l'île Devon et toutes sortes de fjords à travers là. J'espère que tu profites de cette expédition pour récolter tous les échantillons dont tu as besoin pour ton doctorat. Puis Manu et Jérôme, vous venez de la France et vous vous intéressez aux régions de l'Arctique. Donc, Jérôme, peux-tu nous parler de tes recherches et de ton laboratoire de recherche à Bordeaux? Oui, donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Je m'intéresse à l'Arctique depuis maintenant une dizaine d'années. Ce sont des environnements très dynamiques et qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique et donc dont l'environnement se modifie aussi très fortement.
Et alors un petit peu comme Guillaume, moi je travaille aussi sur des organismes benthiques, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais à la différence de Guillaume, moi ce sont des micro-organismes qui m'intéressent. Micro-organismes donc qui habitent dans le sédiment. Et le but de mes recherches, c'est d'étudier un petit peu la distribution de ces organismes dans des environnements comme ceux de l'Arctique, qui sont en constante évolution d'année en année suite à la fonte des glaciers et à la modification des environnements, notamment des fjords. Et c'est ce qui nous motive tout particulièrement sur cette mission de la Monsen cette année. Parfait. Et puis moi, je suis déjà passée à ton laboratoire, puis je t'ai trouvé en train de couper une carotte sédimentaire et de mettre les tranches dans des flacons. Puis après, tu m'as montré des bouteilles avec différentes teintes de rose. Fait que moi, je suis très curieuse de savoir comment tu passes d'une étape à l'autre et pour quoi faire, pour chercher quoi au juste. Alors, encore une fois, un petit peu comme Guillaume, on travaille à partir du box score, hein, de ce carottier qui récupère environ une quarantaine de centimètres de sédiments de surface. Et moi, là-dedans, je vais faire des petites carottes sédimentaires, c'est-à-dire des tubes de sédiments que je vais ensuite découper en tranches d'1 centimètre à peu près. Et ça va me permettre de regarder la distribution de mes microphones à l'intérieur du sédiment, c'est-à-dire de la surface vers le fond. Donc c'est pour ça que je découpe ces carottes en tranches. Et ensuite, chacune de ces tranches sont mises dans des petits flacons dans lesquels j'ajoute un mélange d'alcool et d'un colorant qu'on appelle le rose de Bengale qui va colorer les cellules vivantes. Et donc, ça me permettra ensuite, de retour au laboratoire, de pouvoir analyser chacun de ces tranches de sédiments et d'observer quels étaient les organismes qui étaient vivants au moment où on les a échantillonnés. Ça permettra de faire un inventaire, un bilan de la densité des faunes, mais également de leur diversité, et surtout de pouvoir bien comprendre comment ils se distribuent dans le sédiment et comparer les différentes stations qu'on a étudiées. Donc, est-ce que plus c'est rose, plus c'est vivant? En fait, la différence de couleur du sédiment, c'est des flacons que tu as vus, c'est essentiellement lié à la nature du sédiment. Le sédiment de surface est très léger, avec des particules très très fines, alors que plus on va vers le fond, plus le sédiment est compact, et voire des fois avec de la matière organique qui va colorer le sédiment avec le mélange. Je pensais que des fois le rose était un peu clair, et d'autres fois le rose était plus foncé, mais ça c'est essentiellement lié à la nature du sédiment. C'est un beau rose, en tout cas. C'est un joli rose, ouais. Puis toi, Manu, tu ne t'intéresses pas aux organismes benthiques, mais aux virus dans la colonne d'eau. Je sais que tu prends un grand volume d'eau à la rosette, et puis tu vas dans ton labo, on ne te voit plus pendant un bon moment là. Manu, qu'est-ce que tu fais avec tes 5 litres d'eau dans ton laboratoire? Puis pour répondre à quel objectif de recherche? Du coup, ouais, je prends des énormes volumes parce que les virus, ils sont très abondants, mais ils ont un très faible signal génétique. Donc, du coup, pour pouvoir avoir quelque chose sur mes échantillons derrière, je suis obligée de les concentrer énormément. En fait, à vrai dire, je passe même de 40 litres parce que je récupère aussi ceux d'une autre équipe. Et donc, du coup, je les poule et j'en récupère que 30 ml à la fin. Oh, C'est pour ça que ça prend énormément de temps. On les concentre sur des membranes. Ça prend très, très longtemps. Et ça, c'est pour mon objectif de recherche. En fait, moi, le sujet de mon doctorat, c'est d'étudier l'impact de la température sur l'infection virale sur le phytoplancton dans l'océan Arctique. Et on s'intéresse à l'océan Arctique parce que c'est là où il y a la plus forte diversité virale. Par rapport à d'autres océans, en fait, ils nous en ont trouvé beaucoup, notamment avec l'expédition Tara Océan. Et OK. Puis, tu sais, on a déjà parlé, puis tu m'as dit que ces virus-là, ils peuvent s'attaquer au phytoplancton. Tu peux me parler un petit peu plus de ça? ben, en fait, ils vont être capables de, par exemple, s'il y a un bloom phytoplanctonique, ils vont être capables de le détruire en quelques jours et donc de décimer une population. Alors comme ça sonne très négatif, mais en fait, ça l'est pas forcément. Ils vont réguler les populations de phytoplancton et éviter qu'il y en ait une qui domine les autres, une espèce par exemple. Et donc ensuite, ils vont participer écologiquement au cycle du carbone également parce qu'ils vont soit faire que ce bloom va s'exporter vers les sédiments, donc pour nourrir par exemple les organismes benthiques, soit ils vont permettre de couper la chaîne trophique. Et donc du coup, ils vont pas amener cette nourriture phytoplanctonique aux échelons supérieurs, mais ils vont la laisser dans la colonne d'eau et elle va être reminéralisée par les bactéries. Attends, je sais plus ce que je disais.
Oui, ou sinon ça va. Donc, ils vont attaquer le phytoplancton dans la colonne d'eau et puis, au lieu de le transporter de transporter la matière organique vers les sédiments, ils vont permettre de la reminéraliser pour les bactéries. Ils vont la redistribuer pour les bactéries pour permettre de leur donner de la nourriture. Je suis désolée. Ah non, c'est bon. Puis, est-ce que il y a une grande biodiversité de virus dans l'eau? Ouais, il y en a énormément. Alors, j'ai pas vraiment les chiffres, mais c'est vrai qu'ils en ont trouvé énormément en Arctique, plus qu'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. OK, c'est bon. C'est une bonne J'aimerais réponse. trouver la réponse en étant ici. OK. On va le savoir C'est pas peut-être. encore. Ouais, c'est ça. Dans 3 ans. J'espère. Je vous donnerai des nouvelles. Puis, est-ce que les virus, ils ont ils ont une sélection dans le choix de leur hôte? Oui, en fait, ils peuvent être très généralistes ou très spécifiques. Donc, soit ils vont se cibler juste une espèce, soit ils vont être capables d'infecter plusieurs espèces. Ça va dépendre de leur évolution au cours du temps, en fait. Si jamais une espèce qu'ils ont ciblée jusque-là devient moins répandue, ils vont se généraliser à plusieurs espèces et s'entraîner pour en infecter d'autres. OK. Puis, tu sais, c'est un peu en lien avec la deuxième partie de ce que fait Guillaume à bord, parce que Guillaume aussi, il prend un grand volume d'eau de la rosette. C'est de l'eau du fond, plus précisément. Donc, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais avec cette eau-là, Guillaume? Oui, donc en continuité de ce qui vient d'être discuté, là, justement, là, du phytoplancton qui vient mourir pour nourrir le benthos, nous, on est intéressé justement dans la reminéralisation du carbone par les organismes benthiques. Donc, la consommation de cette matière organique-là qui revient en suspension. Donc, on fait des incubations. Donc, on a besoin du boxcar pour faire nos carottes. Et ensuite, on va chercher à la rosette de l'eau du fond pour venir faire là, ce complément d'incubation qu'on met dans un labo à 4 degrés. Donc, on garde la consommation d'oxygène et nutriments là, qui sont également remis dans l'eau. Et ça nous permet de faire des proxys pour regarder justement la reminéralisation par la suite dans cette eau qui est mise en aquarium. Puis toi, Jérôme, est-ce qu'un manque d'oxygène au fond peut avoir un impact sur tes échantillons? Oui, l'oxygène, c'est aussi un paramètre qui est important pour les microphones benthiques, même si elle est un petit peu moins que pour la macrofaune, qui en ont absolument besoin. Certains organismes de petite taille peuvent se permettre de respirer autre chose que de l'oxygène, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, globalement, l'oxygène, c'est un paramètre qui est important, qui m'arrive de mesurer dans certaines campagnes, ce qui n'est pas le cas sur celle-là, mais je me retournerai vers Guillaume quand j'aurai besoin de ces données. Est-ce que, par exemple, dans tes échantillons, quand il y a beaucoup plus d'organismes morts que de vivants au moment de la collecte, ça peut comme être lié à un manque d'oxygène ou quelque chose comme ça? Non, en général, le paramètre le plus important pour les micro-organismes benthiques, c'est pas l'oxygène, c'est la disponibilité en nourriture, donc en carbone organique, le plus souvent issu du phytoplancton. Donc c'est vraiment ça le paramètre principal. On voit vraiment le lien avec vous trois là. On peut savoir qu'est-ce qui se passe dans la colonne d'eau en une station. C'est parfait, ça. Donc, Guillaume, toi, tu as déjà participé à l'expédition de 2023, puis tu disais justement avoir été marqué par la quantité d'organismes trouvés en surface d'un carottier à boîte réalisé près du glacier Belcher. Pourrais-tu nous parler un peu plus de cette découverte de l'année dernière et est-ce que tu as pu la comparer avec ce que tu as échantillonné jusqu'à présent? Oui, donc c'était justement un carottier à boîte qui était à proximité de la glace, du glacier en fait de Belcher, où est-ce qu'on avait énormément de crustacés qui avaient été retrouvés à la surface. Quand on a passé au tamis, il y avait également là, beaucoup de verre, donc beaucoup de vie dans cette carotte-là. Et quand on a regardé justement l'activité benthique, donc autant dans la reminéralisation, mais aussi dans le remaniement sédimentaire, on voyait qu'il y avait énormément d'activités. Et en comparaison avec les nouvelles stations qu'on a faites cette année, qui sont vraiment plus au nord, on a quand même une différence qui est marquée, autant à travers les fjords, mais aussi dans un gradient latitudinal, où est-ce que Belcher était vraiment là, très, très protectif comparé à Archer ou à Newman, les fjords qu'on a fait cette année. OK. Puis, est-ce qu'il y a un fjord qui t'a marqué le plus cette année? Le fjord de Mackinson, qui était probablement le plus au sud qu'on a fait, était probablement le plus productif.
un peu contradictoire avec ou différent des données qu'on s'attendait. On s'attendait à la station vraiment la plus proche du glacier, peut-être un petit peu moins productive. Et finalement, en fait, là, elle était très, très près du glacier, donc presque à 1 ou 2 kilomètres. On s'attendait à avoir peut-être un peu trop de turbidité à proximité, donc une moins grande productivité primaire, ce qui aurait amené moins de matière organique pour les organismes benthiques. Mais ça semblait être quand même très, très productif, donc un peu à l'envers de ce qu'on avait trouvé lors de mon projet de maîtrise. Mais c'est tout de même intéressant de voir ça, et ça permet d'expliquer là, davantage ce qui se produit dans les fjords. Fait qu'il nous reste encore peut-être un fjord là à voir, fait que à voir si ça va être plus excitant que ce que tu as trouvé dans les autres fjords ou pas. Assurément. Puis toi, Manu, tu nous viens de la station biologique de Roscoff. As-tu fait d'autres terrains ou navires de recherche avant de venir sur la Munson? Oui, je suis allée sur le Marion Dufresne. C'était il y a 2 ans maintenant, je pense. Et j'étudiais juste le phytoplancton à cette époque-là. C'était ta maîtrise ou... Ouais, c'était mon master 1. Et c'était mon stage, en fait. Ça a duré 1 mois, 2 mois au total. Et à Port, j'étais 1 mois et demi. Ouais, c'était déjà chouette. Et donc, on est allé le long de la côte sud-africaine et dans le canal du Mozambique pour étudier les tourbillons qui avaient lieu là-bas et qui créaient des upwellings en nutriments et donc qui apportent de la nourriture pour le phytoplancton et voir comment ça a impacté les communautés. Ah, c'est bien, tu as déjà une bonne expérience de terrain. Puis comment tu as trouvé tes dernières semaines sur la Munson jusqu'à maintenant? En termes de vie, c'est super. Et la science est super, évidemment. C'est vraiment une belle opportunité. Puis toi, Jérôme, peux-tu nous parler un peu plus des bateaux de recherche que tu as fait avant de venir sur la Munson? Oui. Alors moi, je suis un petit peu plus vieux, donc j'en ai fait un petit peu plus. Je ne vais pas tous les citer. Mais ne serait-ce que sur l'Arctique, moi, j'ai déjà fait quelques campagnes sur des navires français, notamment le Pourquoi pas, qui n'est pas un brise-glace, hein, mais qui, malheureusement, en fonction du réchauffement climatique, nous a quand même permis d'aller assez haut. Et puis, j'avais fait aussi une campagne avec un brise-glace coréen, la Raon. Donc, c'était une autre expérience dans un autre environnement. C'était en Arctique, mais en mer de Chukchi, au nord de Bering. Et puis, donc, la Munson, cette année, certainement le brise-glace avec lequel j'ai rencontré le plus de glace de toute ma carrière. Mais c'est une expérience incroyable. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué sur cette campagne. Donc, ouais, des conditions absolument royales pour pouvoir travailler dans des circonstances très, très confortables. Je suis bien d'accord. Je suis bien contente d'entendre que l'expérience vous a plu. Je sais que Guillaume, tu es devenu un habitué maintenant de la Munson, là. Puis combien de fois tu as monté à bord? Pour les expéditions d'un mois, je suis à ma 3e. Oh, OK. Donc, puisque tu y retournes, c'est que t'aimes ça être sur le navire. Assurément. Comme Manu a dit, on mange super bien. Les déjeuners, donc bien content d'être ici. Puis cette année, on a franchi un record de latitude avec la Munson. Et on a tous eu un certificat signé de la part du commandant Pellerin. C'était le fun d'avoir ça. Ça vous a fait quoi d'être aussi nord à bord du bateau? Puis, tu sais, quand vous êtes réveillé le matin, puis qu'on était à la mer de Lincoln, tu sais, c'était quoi que vous avez senti à ce moment-là? Manu, par exemple. Et j'ai pas les mots, en fait, vraiment. Je pensais pas vivre ça, donc du coup, c'est vraiment trop, trop bien. Et puis, ouais, quand on m'a dit on est à 800 km du pôle Nord, ça fait quelque chose dans la tête. Non, ouais, c'est juste trop cool. Moi, personnellement, tu sais, j'aurais jamais cru atteindre cette latitude-là. Tu sais, quand je me suis réveillée, la co-chef m'a dit Fatma, prépare-toi, on est à la mer de Lincoln. Tu sais, j'étais surprise parce que c'était pas du tout ça ce qu'on avait discuté la veille lors de la réunion. J'étais comme un peu perdue. Je regardais la carte. OK, on est où là? C'est quoi cette station? Puis là, tu sais, après avoir bu mon café, j'ai pu réaliser qu'on a vraiment un record de latitude. Puis, tu sais, c'est fou parce que c'est quand même différent le paysage des fjords qu'on a fait. Donc, puis pour toi, Jérôme, c'est un record aussi, hein? Ah oui, c'est un record. Ouais. Et effectivement, c'était de la surprise, hein, comme tu l'as dit, c'était pas c'était pas le plan quelques heures avant. Mais je crois que le sentiment, c'était beaucoup d'excitation, en fait. Ouais. Parce que ça arrive pas tous les jours. Même quand on est océanographe, c'est pas si souvent que ça qu'on peut aller à ces latitudes.
ça sera peut-être de plus en plus fréquent par le futur, mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste quelque chose de très excitant. Ouais. Puis, tu sais, Guillaume nous a parlé qu'il a trouvé qu'il y a des différences dans ces échantillons. Toi, Jérôme, as-tu vu des différences dans les différents fjords? Alors moi, je peux pas trop dire parce que j'ai pas pu analyser les faunes, ça demande du matériel que j'ai pas à bord. Mais je fais confiance aux observations de la macrofaune parce que souvent, on a quand même des corrélations qui sont importantes entre la macrofaune et la microfaune parce qu'ils dépendent un petit peu du même stock de nourriture. Donc je me dis que s'il y a de la macrofaune, je devrais pouvoir avoir des résultats un peu similaires. Puis toi, Manu? Moi, pareil, je peux pas analyser à bord. Je peux juste prendre mes échantillons et regarder plus tard. Donc, je fais confiance aux gens qui regardent le phytoplancton. Et Guillaume, par exemple, il a vu beaucoup de blooms, pas mal de chaetocéros. Donc, je pense qu'on aura des virus de ça. J'en ai déjà isolé sur les échantillons de l'année dernière. Donc, ouais, j'ai bon espoir. Donc, bon, on peut pas dire plus pour les échantillons, mais côté paysage, lequel t'as aimé le plus, Manu? Oh, je saurais même pas. Il y a 2 jours, là, on était dans Newman et c'était vraiment magnifique parce que la lumière du coucher de soleil et du lever de soleil cumulés, ça rend vraiment des paysages incroyables. Et Archer, c'était probablement mon préféré quand même parce qu'il y avait une diversité assez impressionnante. Toi, Guillaume? Ouais, j'irais probablement avec le même choix, en effet. Quand on est parti de Newman, là, c'était exceptionnel, Ouais, c'était- vraiment à côté de la côte. Moi, j'ai aimé le contraste, en fait. J'ai aimé le contraste entre... alors, plus qu'Archer, moi, c'est même Codibert, en fait, qui m'a vraiment plu. OK. C'était vraiment... On avait une météo extraordinaire. Il n'y avait absolument pas de neige sur les sommets. Donc, c'était presque une sensation de Méditerranée à 82 degrés de latitude. Et le contraste avec Newman qu'on a fait 3 jours après ou 2 jours après, où là, c'était tout blanc, tout gris, mais avec une sortie de fjord, effectivement, avec une lumière assez incroyable, je pense que... Ouais, c'est vrai qu'on est On a passé tous d'un été sous le lac. charme, hein, ouais. On est passé d'un lac à quelque chose de très austère. Je suis totalement d'accord avec vous. Puis en plus, la petite touche de soleil puis de l'eau en miroir, là, c'était comme... Tu veux pas rentrer à l'intérieur, tu veux pas dormir, tu veux C'est juste ça. rester à l'extérieur puis admirer. Même quand t'es fatigué, t'arrives pas à te résoudre à aller te coucher, en fait. C'est le problème de beaucoup de monde sur le bateau. Oui, le sommeil. Mais là, on est à la dernière semaine, dernière ligne droite. Peut-être pas pour Manu parce qu'elle a un autre lag à faire, mais je suis sûre que ça va être aussi intéressant. Ça va être plus intéressé à la glace. Vous allez remonter aussi haut avec une autre équipe, une belle On va remettre le ambiance. record. Peut-être un nouveau record, ouais. Ah non, le record, c'est pour leg 3. hein. Donc voilà, c'était tout pour moi. Ben, merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Nous allons surveiller vos résultats de recherche et à Moonson Science se fera plaisir de partager tu sais, vos articles puis tous vos résultats que vous allez diffuser. Donc je vous remercie d'avoir été si généreux aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez apprécier le reste de votre, tu sais, de votre voyage. Puis merci à ceux qui nous écoutent sur Passage. N'hésitez pas à nous écrire des questions ou des recommandations. Ça nous ferait plaisir de vous répondre et de faire d'autres épisodes qui vous feraient découvrir plus sur la vie à bord sur la Montagne. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode 6 du podcast Passage. Pour toute question, suggestion ou commentaire, vous pouvez nous écrire à media@as.ulaval.ca. Merci et à la prochaine!